saluer le fait que le Maroc et son roi, et qui donc a fêté ses 25 ans de règne à l'occasion de la fête du trône, ait été anticipateur, novateur dans une dimension qui participe, je le crois, à l'inclusion sociétale des sociétés africaines, c'est-à-dire l'annulation de la dette. Le roi du Maroc, tout comme son collègue, désormais plus président Macky Sall, ou le président Alassane Ouattara, ou le président Abdel Fattah el-Sisi, ont été des fervents défenseurs auprès des bailleurs de fonds de l'idée qu'il faille annuler, temporiser, parce que le poids de la dette est un facteur de poids, obère le développement d'un certain nombre de pays. Je crois que le roi du Maroc a parfaitement compris qu'il faille solliciter davantage des bailleurs de fonds dans des projets qui sont mutuellement bénéfiques. Il ne s'agit pas d'aide, il s'agit de co-développement, il s'agit de partenariat. C'est d'autant plus vrai que l'argent dont disposent les pays africains est considérable. Les 150 milliards d'euros que prodiguera d'ici 2030 le projet européen du Global Gateway. La multiplication par 3 des investissements du G7 qui a été proposé lors du G7 à Paris il y a quelques semaines sous la présidence la présidence du Conseil israélienne, Giorgia Meloni. On pourrait aussi rajouter les mannes offertes par la Chine à travers la route de la soie. Donc le roi, comme un certain nombre de ses partenaires, doivent inciter à ce que ces investissements soient réellement bénéficiaires aux populations en question. Donc, depuis 25 ans, le roi, je crois, a raison d'impliquer la multiplication des bailleurs de fonds, de découpler le partenariat public comme les investissements privés, d'inciter à ce que de nouveaux entrants s'intéressent au continent africain. La Chine et l'Inde, la Russie et les États-Unis et l'Europe sont de vieux bailleurs de fonds, et il y a de nouveaux bailleurs de fonds. Le Brésil, à travers la banque d'investissement des BRICS. D'autres pays émergents asiatiques ou réémergents asiatiques. Singapour, la Corée du Sud. Il y a encore quelques semaines, s'est tenu à Séoul le sommet Afrique-Corée du Sud. Ou même des acteurs européens qui redécouvrent la centralité africaine. Le Compact with Africa, lancé par Mme Angela Merkel en 2017, ou le plan Mattei pour le développement de l'Afrique, lancé par Mme Meloni, proposé par Mme Meloni en octobre 2022, et qui est désormais une réalité, puisqu'un projet de loi va être soumis au Parlement italien d'ici quelques jours. Bref, le roi a besoin de convaincre, ou a eu de cesse plutôt, disons-le comme ça, il n'a eu de cesse depuis 25 ans de rappeler quelques vérités que la communauté internationale comprend, mais n'a jamais voulu trouver de réponse concrète. La matérialisation d'une voix africaine dans la gouvernance mondiale. Que l'Afrique soit davantage représentée dans les instances internationales. C'est désormais une réalité. Alors que nous parlons, ce sera terminé depuis quelques jours, un sommet des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine à Accra, dont le but est de définir la manière dont l'Afrique doit peser au niveau du G20, qui désormais va s'appeler le G21. De la même manière, le roi, depuis 25 ans, finalement, va compléter l'œuvre de ses prédécesseurs. Alors, sans remonter jusqu'à la création de la monarchie, enfin, le fondement de la monarchie en 1788, la monarchie chérifienne, 1300 ans d'histoire derrière entre les deux, mais si l'on prend la filiation directe entre Mohamed V, son grand-père, entre Hassan II, son père, il y a une continuité, un panafricanisme et un panarabisme incarné par le grand-père au moment de l'unité africaine postcoloniale, un Hassan II qui vise à solidifier les relations de part et d'autre de la Méditerranée vers l'Europe, ce qui donne évidemment le premier acte diplomatique dont a bénéficié Mohamed VI, c'est-à-dire l'accord d'association entre l'Union européenne et le Maroc en 2000, et puis désormais une diplomatie, encore une fois, multidimensionnelle, Est, Ouest, Nord, Sud, qui fait que le Maroc est reconnu dans sa dimension géopolitique à la fois atlantique, africaine, méditerranéenne, arabo-musulmane, permettant de dialoguer avec Israël, eu égard à son adhésion aux accords d'Abraham en octobre 2020,
et en même temps étant indéniablement un soutien caractérisé euh, euh, irrévocablement en faveur de la solution à deux États, présidant le comité Al-Qod que Hassan II avait commencé à présider depuis 1975. Donc une diplomatie, encore une fois, multidimensionnelle, multidirectionnelle, qui permet de conforter l'idée selon laquelle le Maroc, comme d'autres pays émergents, sont bien dans cette logique qu'avait voulu et perçu et compris le général de Gaulle de triangulation des relations internationales. Il y a le bloc occidental, il y a le bloc oriental qui idéologiquement s'oppose au bloc occidental, et entre les deux, il y a un corridor dans lequel doivent émerger des champions, des leaders, et nous avons besoin dans ce monde chaotique, dans ce monde dérégulé, de leadership, de gouvernance. Je crois qu'on peut, sans forfanterie, dire que Mohamed VI incarne une forme de leadership vertueux, non seulement sur le continent africain, mais bien au-delà de l'espace géographique et de tout simplement en ne prenant pas la parole que pour soi, en partageant, en dupliquant une capacité à œuvrer à l'Union africaine. Quand le Maroc prend la parole aux Nations Unies, il y a derrière elle, tout comme il devrait y avoir derrière chaque pays européen, chaque pays africain, une cohésion, une logique panafricaine. C'est, je crois, la raison pour laquelle le Maroc, comme d'autres pays, doivent percevoir leur rôle et leur légitimité dans trois directions à peu près concomitantes. La voie et la juste place du Maroc dans les organisations intergouvernementales mondiales, l'ONU et les agences onusiennes. La place du Maroc dans le système économique mondial. La place du Maroc est de facto l'Afrique, qui est sous-représentée. Elle ne représente que 2,5-4% du commerce mondial. Elle est sous-représentée parce que le commerce intra-africain n'est pas suffisant pour créer un marché commun qui permet d'attirer encore plus de bailleurs de fonds et de créanciers. Et le troisième élément, qui je crois va de pair avec ce que je viens de dire, l'investissement dans les organisations intergouvernementales qui ont vocation, un jour ou l'autre, peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, à se substituer aux vieilles organisations intergouvernementales. L'ONU a 79 ans. L'OTAN a fêté ses 75 ans. L'Union européenne, la Communauté économique européenne, a été créée en 1950, 51, puis 1957, et est devenue Union européenne en 92. Et puis, ont émergé depuis de nouvelles alternatives. Entre les deux, juste après les indépendances, le mouvement des non-alignés, sur lequel tous les pays post-coloniaux ont adhéré, avec une forme de désuétude dans les années 70-80 et une forme de réémergence aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le multi-non-alignement, ou un non-alignement stratégique. Un peu comme le général de Gaulle le pensait. Entre l'Est et l'Ouest, il y a le centre, il y a le tiers-monde, sans aucune forme de péjoration. Et puis de nouvelles organisations, les BRICS, le mouvement, le cartel pétrolier OPEP, qui s'est élargi au cartel gazier OPEP+, donc des producteurs de gaz, avec les nouveaux entrants que sont les producteurs de gaz, le Mozambique. Peut-être demain, un certain nombre de pays qui découvrent des gisements gaziers, le Sénégal, la Mauritanie, le Ghana, le Niger, le Tchad, où l'on découvre des réserves pétrolières et gazières. Le mouvement des BRICS est en train de s'africaniser. Il y a pour l'instant, dans le mouvement des BRICS, qui est désormais composé depuis le sommet de Johannesburg, 10 membres, parmi lesquels 3 Africains. Lors du prochain sommet de Kazan, qui aura lieu en Russie en octobre prochain, il y a déjà parmi les 27 candidats officiellement déclarés, plus de la moitié qui sont africains. Ça veut dire qu'il y aura la moitié des pays BRICS qui composent le mouvement de l'émergence économique fait de pays africains, avec des économies résilientes, sûres, dans lesquelles la digitalisation, la numérisation numéraire, la dédollarisation de l'économie, la capacité à penser son développement au-delà de la simple dimension monolithique d'exploitation pétrolière ou gazière. L'Angola, l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, le Kenya, l'Afrique du Sud, tout ça fait une cohésion. Et donc, de facto, ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est qu'on ne peut pas penser le continent africain sans penser à la force des États qui composent le continent africain. C'est à peu près la même dynamique qu'en Europe. L'Europe est forte
si les États européens sont forts. Elle représente quelque chose s'il y a un leadership qui incarne une perception que se font les Européens de ce qu'ils sont. Je dirais la même chose pour l'Afrique. Et on devrait dire la même chose pour n'importe quelle partie du continent, peut-être un petit peu moins l'Amérique latine, qui est rentrée dans des logiques de subordination un peu poussées, même si avec l'émergence d'un libertarien comme Javier Milei en Argentine ou d'un populiste de gauche comme Ignacio Lula da Silva au Brésil, on est dans quelque chose d'autre. Et donc le continent africain a besoin de se constituer sui generis, sans récuser les externalités. Elle a besoin d'externalités économiques. Le Fonds monétaire international indique que si l'on veut tendre et soutenir les 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030, a fortiori l'agenda 2063, enfin 2063 de l'Union africaine. C'est un déficit de 1600 milliards d'euros auquel nous faisons face. Ça veut dire qu'il faut injecter urgemment un minimum de 194 milliards de dollars par an. La volonté est là, les moyens sont là, mais pour injecter de l'argent, pour que cet argent soit utilisé et se transforme en infrastructure qui participe à l'émergence d'une classe moyenne. Il y a aujourd'hui 25% de la population africaine qui tangente vers la classe moyenne. Gageons, avec le boom démographique, avec les investissements qui vont arriver sur le continent africain, avec les 1% de PIB annuel que va permettre la zone de libre-échange continentale africaine effective depuis le 1er janvier 2021, des investisseurs vont prendre confiance dans les investissements en Afrique. Et donc, de facto, il faut des moteurs. Il faut des pays qui sont des moteurs, qui ont une capacité d'attraction. Le Maroc, de longue date, est ce modèle. C'est le risque. C'est une très bonne question. Le risque est là d'avoir sans doute la volonté de tout faire en même temps ou d'essayer de rattraper un retard. Le Maroc a été exclu, a décidé, de quitter l'Union africaine en 1984, avec 33 ans donc de passif à rattraper, notamment dans la gouvernance de l'Union africaine, d'avoir plus de commissaires, d'avoir des responsabilités au sein de la commission paix et sécurité qui pourrait et qui devrait échoir à un Marocain comme elle a longtemps et pendant longtemps échu à un Algérien, avec la volonté aussi d'incarner une présidence de l'Union africaine. Faut-il rappeler que alors que nous avons aujourd'hui le président El Ghazouani, qui est le président en exercice de l'Union africaine, il l'est par défaut, car l'Algérie ne voulait pas que le Maroc incarne cette présidence, et le Maroc n'acceptait pas que l'Algérie le fasse. Donc, l'urgence, elle est là. La normalité des relations entre pays africains, peu importe leur histoire, compte tenu de leurs divergences, il faut trouver des convergences. Et c'est ça, en fait, tout l'enjeu. Ne pas aller trop vite, aller progressivement vers quelque chose qui paraît spontané et naturel. Je prends un exemple et je pense qu'il peut caractériser et finalement répondre synthétiquement à votre question. Le Maroc a réussi brillamment son retour au sein de l'Union africaine, en rentrant dans l'Union africaine, non pas seulement en réclamant des positions, mais en faisant des propositions. L'agenda africain sur les migrations, la création d'un observatoire migratoire créé à Rabat, une stratégie marocaine proposée par Moulay Rachid, qui l'a présentée lors du sommet d'Addis Abeba de 2018, de février 2018. Et donc, de facto, la question peut être posée autrement. Quelles sont les priorités que doit suivre le continent africain et de facto le Maroc? Première priorité, c'est qu'il ne faut pas que le continent africain reste le théâtre d'actions de puissance ou d'intérêts extérieurs qui vont instrumentaliser les conflits pour régler les leurs. La Libye, entre les Émirats arabes unis, l'Égypte et la Turquie. Le Soudan, avec l'Égypte, les Émirats arabes unis et de nouveau l'Arabie saoudite. La République centrafricaine, entre la Russie d'un côté et la France de l'autre. Au Sahel, la France est chassée, la Russie veut la remplacer et rappeler que c'est de la responsabilité française
de ne pas avoir réussi à juguler le terrorisme. Donc la première urgence, et je crois que le Maroc devrait le prendre évidemment comme un élément positif, se fixer des priorités. La première des priorités, c'est faire en sorte que la place du continent africain soit portée par des pays qui ont la capacité d'être mieux entendus par les, entre guillemets, grandes puissances. Le Maroc, c'est avec les États-Unis, de par l'historicité qui l'a lie, le Maroc ayant été le premier pays à reconnaître son indépendance, les États-Unis lui rendant cet acte en ouvrant leur première ambassade à Tanger, ainsi de suite.